Bonjour, ici Jean-Dominique Leduc et bienvenue au balado Vous avez dit BD, un balado, comme vous le savez, qui se consacre entièrement à la bande dessinée, sous la forme, évidemment, de longs entretiens. Et pour cet épisode, de la belle visite qui vient de loin, Thomas-Louis Côté, bonjour. Bonjour. Alors, Thomas-Louis Côté, directeur du Festival de bande dessinée, l'ancien Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui est devenu Québec BD. On va en parler. Donc, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu as bravé la tempête ou... Le vent, le froid. Ouais. Mais c'est ça, vivre à Québec aussi. Hein. C'est ça. Alors, merci beaucoup d'être de passage au micro. Et on va parler, en fait, de ton parcours, si tu le veux bien, Thomas-Louis. Mais aussi de cet événement qui est le plus âgé des festivals consacrés à la bande dessinée au Québec, en fait de longévité. Donc, et même au Canada. Et même au Canada. Ah ben voilà. Tu vois, tu me l'apprends ça. Donc, félicitations. Merci. Mais on va, si tu veux, dans un premier temps, on va parler de ton entrée en fonction. Donc, le festival était déjà, ma foi, bien en selle lorsque tu es arrivé. Tu as d'abord été membre du CA en 2004. Oui. Donc, dans le fond, moi, je suis arrivé au Festival de la bande dessinée par la bande. C'est vraiment... J'étais un amateur de bande dessinée et je me suis mis à fréquenter le festival dans les années précédentes, mon arrivée en fonction. Peut-être en 99, où j'ai découvert l'événement. Donc, à Place Fleur de Lys. À Place Fleur de Lys à l'époque. Place Fleur de Lys. La dernière ou l'avant-dernière année à Place Fleur de Lys du festival. Puis, je m'intéressais à la bande dessinée et j'ai découvert à travers le festival qu'on pouvait rencontrer les auteurs. Ce qui était peut-être mon intérêt principal dans les années où j'ai fréquenté le festival. C'est aussi ce qui m'a amené à collaborer au festival et à me joindre au CA. Dans le fond, c'est que la dernière année de l'événement qui était à Place Laurier a été un peu un creux de vague pour l'organisation. Donc, on discutait avec les auteurs et les auteurs étaient mécontents. Et moi... on parle des auteurs locaux. Des auteurs locaux et internationaux. Donc, oui, ouf. Donc, c'était... ça, c'est un peu plus gênant. Des gens comme Weinberg ou Vranken, à l'époque, qui se plaignaient de bien des choses. Et moi, j'étais étudiant en communication finissant, je travaillais à Montréal en relations publiques. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être donner un petit coup de main pour aider. Donc, je m'étais offert auprès de l'organisation pour les aider. Et je suis rentré au conseil d'administration en décembre de 2004 à ce moment-là. OK. Donc, pratiquement en 2005. Pratiquement en 2005 pour la 18e édition à l'époque. Et tu es entré en fonction dans tes tâches de directeur en 2005. Oui, tout de suite après l'édition, dans le fond, pour laquelle j'ai travaillé. Donc, c'était rapide. Oui, ça a été l'occasion de rentrer au CA. Je suis rentré très tardivement dans l'organisation de la 18e édition. Et à l'époque, je travaillais au Théâtre Périscope, encore là, en communication. Donc, j'avais pas trop de temps pour m'impliquer dans le quotidien, dans le fond, du festival. On avait engagé à ce moment-là ma copine pour être un peu l'adjointe du directeur général pour s'assurer que l'événement ait lieu. C'était la première année au Salon du Livre de Québec aussi. Donc moi, je suis arrivé, la décision avait déjà été prise de faire le changement au Salon du Livre. Et tout de suite après la première édition, ce qui m'a permis de voir encore là les travers et les choses qui pourraient être améliorées, on m'a proposé de prendre la direction dès juin. Donc, je suis rentré comme directeur du festival en juin 2005, à ce moment-là. Ce festival-là a été fondé en 1988 par Réal Filion et Sonia Gagnon. Donc, toi, tu l'as fréquenté, évidemment... rétroactivement, j'imagine que tu as fréquenté ce festival-là à travers ses archives. Oui, et les histoires, parce qu'un festival comme le nôtre, il y a beaucoup d'habitués. Il y a des gens qui sont là depuis le début, les gens ont des histoires à raconter. Moi, personnellement, j'ai jamais rencontré Réal Filion, qui est le fondateur du festival. Mais il y avait Michel Labrie à l'époque qui était impliqué depuis les débuts, donc qui a été quand même une bonne mémoire pour l'historique de l'événement. Qui est un collectionneur, qui était un collectionneur, qui est décédé il y a 5 ans maintenant. Ouais. Et Réal Filion avait pas nécessairement d'archives du festival. Parce que le festival a été fondé à la base par Réal et Sonia, qui était la directrice du marketing de Place Fleur de Lys.
Donc, c'était... d'où l'explication, c'est-à-dire que c'est pour cette raison-là que le festival se tenait là. Exact. Okay. Parce que l'organisme, comme tel, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, a été fondé en 99. Donc, avant ça, c'était un événement qui comptait uniquement sur l'aide de quelques partenaires et de Place Fleur de Lys. Donc, c'est pas l'organisme que c'est rendu maintenant. Mais il y a eu Réal Filion qui a été là pendant 10 ans, puis après ça, il y a eu une succession de directeurs généraux, Thierry Degnaud, Marielle Méthode, il y a eu aussi des gens comme Mario Malouin qui ont été impliqués dans le festival. Mario qui avait assuré la transition en 2000, il me semble, de Place Fleur de Lys à Place Laurier. Donc, au moment où... donc, il a été de la création de l'organisme en 99. Là. J'imagine que le déménagement vers le Salon du Livre de Québec a été profitable au festival. Oui. En fin de compte, ça a jeté les bases pour remonter l'organisme, puis des bases plus solides aussi pour faire la promotion du livre. C'est sûr que ça n'a pas plu à tous. Je te dirais qu'il y en a qui aimaient quand même beaucoup le modèle dans les centres d'achat. Ah bon? Peut-être moins les auteurs, et je pense que les éditeurs en profitaient moins également. Parce qu'à l'époque, c'était un libraire sur place, ça a été pantoute, beaucoup, l'imaginaire aussi, qui vendait les livres. Il y avait les kiosques, mais sinon, c'était presque essentiellement de la dédicace. Les gens venaient pour la dédicace, donc il y avait un focus peut-être plus collectionneur à cette époque-là. En faisant la transition vers le Salon du Livre, ça a permis de profiter aussi de l'achalandage du Salon du Livre, de la variété des lectorats, et de se concentrer sur bâtir une programmation puis de proposer des choses aux gens et de bâtir des partenariats à l'extérieur du Salon du Livre pour faire rayonner la bande dessinée plutôt qu'être dépendant d'un centre d'achat où, en fin de compte, c'est un outil promotionnel pour le centre d'achat à certains niveaux. Oui, donc, c'est donc dire que à partir de ce moment-là, et on sent bien que tu as travaillé très fort à développer tu parlais d'une programmation, mais tout l'événementiel autour du festival. C'est-à-dire que au-delà de la présence des auteurs sur place ou qu'on peut rencontrer, qu'on peut faire dédicacer l'album, il y a aussi cette idée d'explorer le médium à travers différents événements comme de la danse, de l'improvisation en lien avec la bande dessinée, des expositions aussi qui sont extérieures à l'enseigne du Salon du Livre de Québec. Ouais. Donc ça, est-ce que c'était dès le départ, toi, ça t'apparaissait clair qu'il fallait prendre cette direction-là? Non. En fin de compte, moi, la première année où je suis arrivé, donc j'ai fait le festival, en 2005 ou en 2006, je pense, je m'en vais au festival d'Angoulême en me disant, on va aller collaborer avec Angoulême. C'était ouais, ok, donc c'était ton premier voyage, toi, en tant que... C'était mon premier voyage en tant que directeur, mais en me disant naïvement, je vais arriver à Angoulême, je vais aller rencontrer les gens du festival, puis on va pouvoir collaborer dans l'année, t'sais. Alors que c'est comme débarquer à Cannes, on va faire un festival de cinéma, puis on va collaborer. J'ai réalisé l'ampleur que les événements ailleurs pouvaient avoir, ce que j'avais pas vu parce que j'avais pas fréquenté nécessairement d'autres événements. Et puis là, à Angoulême, on parle du probablement un des plus grands événements du genre sur la planète. Là. Oui, ben avec San Diego, Comic-Con, puis quelques événements dans le monde, mais c'est en Europe, c'est assurément puis l'événement majeur. Là. Et donc au-delà, tu sais, ça m'a pas permis de voir que les collaborations seraient vraiment difficiles. Parce qu'on avait un concours commun avec Angoulême où on échangeait un auteur jeunesse, un jeune auteur, c'est-à-dire qui le prix en France c'était de venir au Québec, le prix au Québec c'était d'aller à Angoulême. C'est un concours qui a duré 3 ans. On collabore déjà là-dessus, on pourrait collaborer sur plein de choses, et non, c'était pas le cas. Mais ça a permis de voir ce qui pouvait se faire en bande dessinée, puis dans un cadre justement de festival. Donc des très belles expositions, avec des budgets qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir ici. Ils ont aussi accès au musée de la bande dessinée d'Angoulême, donc des fonds d'archives incroyables, une équipe de scientifiques de la bande dessinée. Donc plein de choses qu'on n'a pas nécessairement au Québec, du moins à cette ampleur-là. Des gens qui sont dédiés à l'année à la recherche en bande dessinée, à maintenir des fonds, des bibliothèques consacrées exclusivement à la bande dessinée. Donc de voir ça,
ça donne des idées, mais pas des idées sur des choses qui peuvent se bâtir dans l'année. Au niveau du festival comme tel, dans la programmation, c'est là qu'on voit les concerts dessinés, des choses autour de l'improvisation, des rencontres vraiment intéressantes entre la bande dessinée et d'autres disciplines. Donc, tranquillement, c'est des choses que j'ai essayé d'instaurer dans le festival. Et il faut dire aussi que à Québec, la communauté culturelle est quand même très proche. Donc, ça permettait déjà de solliciter certains organismes en leur disant « Si jamais vous voyez des possibilités pour la bande dessinée, parlons-en. » Donc, on a fait des concerts dessinés avec Zviane, puis un ensemble de musique contemporaine, Erreur de type 27. Ça a été pas mal le premier concert dessiné qu'on a fait au festival. Bien, après ça, d'essayer des choses. Et plus on semait des graines ou des collaborations, ben plus il y avait une demande aussi pour ça. Donc, à chaque année, il y a de nouveaux projets qui s'ajoutent et des fois, c'est des choses qu'on initie, mais on commence à avoir de la demande aussi pour créer des concepts du genre. Tu parlais de partenariat. Angoulême en est un. Le Festival de Québec entretient des liens assez étroits aussi avec Lyon, notamment. Ben, avec Lyon, on collabore avec eux depuis 2011. Dans le fond, on a signé un protocole d'entente il y a 3-4 ans maintenant, et on a vraiment des projets à chaque année. C'est une collaboration qui est née vraiment d'affinités communes. Lyon, au moment où on s'est rencontrés, était un festival qui grandissait. Il grandit encore beaucoup. C'est rendu un des festivals importants de France, mais ça a permis justement d'assister à cette croissance-là. Nous, on a une croissance qui est peut-être moins marquée, mais ça reste qu'au niveau des choix de programmation, que ce soit justement des spectacles, des rencontres entre les disciplines et tout, c'est des intérêts qu'on avait en commun. Donc, on a collaboré beaucoup là-dessus au cours des dernières années. Au niveau de l'impro BD, de la BD à voix haute, qui est notre projet courant, là, où des auteurs racontent leur bande dessinée sous forme de web-série. Oui, en capsule vidéo. En capsule vidéo. Ouais. Donc, ce genre de projet-là, mais on est toujours intéressé à le faire. Là, on a fait un projet avec Alexandre Fontaine-Rousseau qui est allé travailler au musée de Lugnum, musée gallo-romain, dans le fond de Lyon, avec une auteure, Élodie Chanta, qui a publié à La Pastèque. Donc, ils vont faire un projet là. On est toujours à l'affût de projets communs. Il faut dire qu'il y a une amitié aussi entre les organisateurs qui fait que ça facilite les collaborations, mais reste que on a collaboré aussi avec le Festival Quai des Bulles à quelques reprises, où on a fait des spectacles. On a fait aussi Contabule qui était venu à Québec. Nous, on avait fait l'impro BD au théâtre là-bas. On a une nouvelle collaboration avec le Lakes International Comics Art Festival à Kendal, en Angleterre. Donc, qui est le festival le plus important en Angleterre. C'est important d'ouvrir du côté anglophone pour le Festival de Québec? C'est pas une nécessité, mais c'était intéressant de créer des liens. Comme on a fait des choses en Asie, donc c'était intéressant aussi d'ouvrir de ce côté-là. Je pense que, de façon réaliste, on n'a pas les mêmes bassin de population, par exemple, que Toronto peut avoir avec le TCAF qui accueille des gens de partout aussi, mais de le faire à plus petite échelle, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis il y a des fois des pistes politiques qui font que c'est d'autant plus intéressant. Par exemple, la Ville de Québec, qui est ville littéraire de l'UNESCO, se doit de collaborer avec d'autres villes littéraires de l'UNESCO. Ce qui veut dire Barcelone, ce qui veut dire Busan en Corée du Sud, ce qui veut dire il y a une ville au Japon aussi. Donc, c'est des réseaux dans lesquels on peut s'inscrire et qui facilitent des collaborations. Puis, c'est ça, c'est vraiment de voir. Puis, il y a des opportunités de collaboration à l'international, il y a de la demande aussi, donc autant en profiter puis faire des échanges. Là. Donc, c'est important. Oui, c'est important. En résumé, c'est important. En résumé, c'est ça. Donc, oui, et pour le festival par le fait même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, sans vouloir comparer les autres événements au Québec, ce qui est très, très particulier du Festival de Québec, outre sa longévité, évidemment, c'est sa programmation en périphérie physique du Salon du Livre. C'est-à-dire que on peut aller voir des expositions un peu partout dans la ville de Québec. On peut aller assister à des performances. Donc,
c'est un peu, ça reprend un peu cette idée. C'est un peu comme, par exemple, Angoulême, où à Angoulême, faut marcher. Hein. C'est pas magique. Et d'autant plus cette année, je te dirais. Ah oui, hein? Ouais. Ah oui, c'était... Une nouvelle tente Mango City qui était à l'écart près du musée. Ah bon, il y avait une nouvelle bulle... 2500 mètres carrés consacrés à la bande dessinée asiatique. Donc avec Taïwan, Corée du Sud, et tout le monde était là, mais c'était à l'écart, donc fallait marcher beaucoup. Mais c'est ça, donc Angoulême, il faut marcher, ne serait-ce que aller voir les bulles, les différentes tentes là, qu'on appelait les bulles, que ce soit les expositions, que ce soit les conférences. Quand on débarque à Angoulême, il faut une bonne paire de souliers. Ouais. Mais une des raisons aussi pour ça, puis Angoulême le fait très bien, nous, c'est une des raisons pourquoi on le fait aussi, c'est qu'en dehors des quelques jours de l'événement, donc le festival maintenant, on l'annonce sur 9 jours, il y a la portion salon qui est sur 5 jours, mais les expositions peuvent durer jusqu'à 2 mois. Si on se cantonnait à l'espace du Salon du Livre, toutes nos expositions dureraient 5 jours. Évidemment. Ce qui est beaucoup, beaucoup d'efforts à mettre pour, des fois, une visibilité qui est certainement grande le temps de l'événement, mais après ça, tu rejoins pas d'autres publics. Donc, l'intérêt d'aller vers d'autres lieux, c'est justement de prolonger l'événement, puis des fois de faire des choses qui sont d'une ampleur autre. Si je regarde cette année, c'est la première année où on a 2 expositions d'importance dans les musées, les 2 musées de la ville. Donc, on a l'exposition sur l'histoire de la bande dessinée québécoise au Musée de la Civilisation. Puis, on est partenaire d'une exposition qui s'appelle Fugitif au Musée national des Beaux-Arts de Québec. Donc, c'est très intéressant pour nous de justement s'associer à ces institutions culturelles-là et de développer des choses sur plusieurs années. Donc, le Musée de la Civilisation, c'est la 2e année où on a une exposition plus d'envergure, et c'est des choses et de travailler aussi avec les équipes des musées pour mettre en place ces expositions-là. Donc ça, c'est un autre apprentissage, mais on a des projets jusqu'en 2021-2022 avec le Musée de la Civilisation. Avec le Musée des Beaux-Arts, c'est des choses qui vont s'implanter aussi dans l'année. C'est donc dire que le festival, depuis quelques années déjà, on est arrivé à ce stade où l'événement doit vivre à l'année. C'est-à-dire qu'au-delà du festival... Ouais, je ferai la nuance entre l'organisme et l'événement. C'est un peu ce qu'on a. Alors parlons-en. Parlons-en, oui. On va démystifier tout ça parce que pour moi, ça demeure encore flou. Alors parlons-en. Donc, je le disais d'entrée de jeu, le festival portait le nom du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Un organisme est né, Québec BD, autour de 2015, a-t-il été annoncé sur Facebook, si ma mémoire est bonne, 2014-2015, et je me souviens, moi, à l'époque, j'avais été le premier à dire, mais de quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? Parce qu'en fait, cet organisme et le festival ne font qu'un maintenant. Exactement. Dans le fond, c'est parce que le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, au-delà de l'événement, c'était le nom de l'organisme. Donc, dès qu'on avait des activités à l'extérieur du festival, on les taguait, si on veut, Festival de la bande dessinée francophone. Alors, c'est arrivé des confusions. C'est le festival en novembre. Mais non, c'est une activité qu'on a du festival, mais qui se tient à un autre moment. Donc, on a voulu, à un certain moment, scinder ça, puis dire, on va dire que les activités en dehors de la période de l'événement sont Québec BD, et il y aura le Festival de la BD francophone de Québec en avril. Encore là, ça a créé de la confusion. Et pour nous, à un certain moment aussi, l'appellation francophone posait des questions, parce qu'on avait des auteurs comme, Charlie Adler qui vient. Il y a des auteurs de Walking Dead. On a eu des auteurs espagnols qui ne parlaient pas français. Donc, on se disait, tant que les albums sont traduits, on va garder l'appellation francophone. Et avec un acronyme aussi qui posait souvent problème à bien des gens, FBDFQ. À force de le dire, c'est correct, mais ça devenait compliqué. Puis c'était le Festival international, la bande dessinée francophone. Il y avait toujours des appellations compliquées. Donc, on a décidé de changer le nom de l'organisme pour Québec BD et de faire une fois par année le Festival Québec BD.
Comme ça rend les choses plus claires, puis ça ouvre des fois des possibilités justement d'éviter d'avoir une connotation francophone uniquement. Si je regarde la collaboration qu'on fait avec Kendall cette année, on aura un auteur en résidence qui est un auteur anglophone qui sera pas nécessairement publié en français, mais ça va être intéressant pour les gens de venir découvrir ce qu'il fait. C'est donc dire que le festival est un des événements chapeautés par Québec BD durant l'année en cours. C'est un peu comme ça qu'on voulait le présenter, oui. Parce que Québec BD, au courant de l'année, on fait des expositions, on a des spectacles aussi. On est allé faire un spectacle, par exemple, en novembre à l'UNESCO à Paris, un mélange de rap, philosophie et bande dessinée. On a eu une exposition en Asie au Musée international du manga de Kyoto qui a été présentée dans un autre festival dans le sud du Japon, et en novembre, c'était présenté à Tokyo. Donc, on a quand même plusieurs activités à l'extérieur qu'on peut nommer à ce moment-là une présentation de Québec BD. Et le reste, c'est le festival, donc l'événement annuel. C'est donc primordial. Tout ça permet justement de non seulement de générer du contenu, mais ça dynamise aussi le milieu. Ça dynamise le milieu, oui, puis ça crée, je pense, l'organisme comme tel, de faire uniquement l'événement. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année, mais par petits bouts. Moi, je pourrais pas vivre uniquement de faire le festival parce qu'il y a des périodes de l'année où c'est très, très, très tranquille. Donc, de créer d'autres projets durant l'année, pour l'organisme, c'est intéressant, et pour le milieu aussi, parce que ça amène des gens à voyager, ça amène des projets à se faire au Québec, ça amène aussi des collaborations avec les autres festivals québécois. Donc, de pouvoir être là à l'année et de répondre à des demandes ou de créer des projets, ça aide à dynamiser le milieu et notre organisme. Est-ce que, dis-moi, est-ce que ça représente un défi de faire vivre un événement à l'année dans une ville qui compte très peu de structures éditoriales maintenant? Un défi. C'est sûr que d'être à Montréal avec le même type d'événement qu'on a faciliterait grandement les choses au niveau de la part des auteurs, parce que tu sais, 15-20 minutes de métro, puis t'as 100 auteurs. Donc, ceci dit, il y a encore une communauté à Québec. Il y a une bonne communauté à Québec, oui. Mais ça reste que il y a une diversité à Montréal qu'on n'a pas à Québec. Au niveau des structures d'édition, on avait Berbère 1313 qui est malheureusement tombé. Il y a les éditions Alto qui font quand même un peu de bande dessinée. Il y a Hamac. Il y a différentes maisons d'édition qui peuvent en faire un peu. Il y a Moi le graphique qui vient de se... qui reviennent, là. Qui reviennent en force. Qui reviennent en force. Donc, avec qui on va collaborer. Mais, en même temps, oui, mais ça apporte d'autres opportunités. Donc, l'événement se démarque peut-être plus dans la ville de Québec, justement parce qu'on a moins d'offres culturelles. Puis en bande dessinée, les organismes, il y a 4 organismes en bande dessinée à Québec. Donc, il y a le festival, Québec BD, Parenthèse 9 qui fait des créations autour multidisciplinaires. Il y a aussi la Shop à Bulle, qui est l'atelier d'auteur qui s'est constitué en organisme pour faire des projets, et Moi le graphique qui s'est constitué en organisme pour faire de l'édition. Ça crée quand même une belle dynamique. C'est une belle synergie. Une synergie, puis on se connaît tous aussi, et on se parle régulièrement. Donc, ça permet de créer ça, et ça permet aussi d'être une proximité avec les gens de la ville. On est approché par les gens de la ville directement pour des projets, que ce soit la conseillère culturelle Alicia Despins maintenant, ou les gens du service de la culture. Donc, des choses à l'année où on est reconnu, puis les gens nous ont en tête, ce qui est un gros atout. Puis je pense que dans une ville comme Montréal, c'est plus difficile de se faire connaître de tous, mais ça amène d'autres opportunités. Fait que je pense que l'événement qu'on crée est quand même réaliste par rapport au bassin de population qu'on a. Les défis, par exemple, d'amener des auteurs à Québec, de travailler avec les éditeurs, c'est sûr que les frais sont plus grands que si on était à Montréal, mais on travaille en conséquence de ça aussi, là. Tu as célébré avec le festival l'année dernière, c'est son 30e anniversaire. Mm-hmm. Comment se porte le festival? Je
te dirais bien. Comment est-il entré dans sa trentaine? Ça c'est bien, Oui, non. Et, dans le fond, le festival a connu quand même quelques vagues avec des creux. Je te dirais que depuis que je suis là, il y a eu quelques années plus difficiles. Mais en essayant, je suis quand même le seul qui est là à temps plein sur l'événement. J'étais pas à temps plein jusqu'à il y a quelques années. C'est quelque chose que je faisais en plus de mes autres emplois. Donc, je suis rentré avec le festival puis l'organisme dans la trentaine avec plein de projets. Donc, tant qu'il y a des projets, c'est la santé. On va dire ça comme ça. Est-ce que le festival te donne aussi des envies, parce que bon, là, t'es appelé à collaborer au niveau éditorial, au niveau des expositions. Est-ce que ça fait naître chez vous des envies autres? Est-ce que, par exemple, on pourrait s'attendre un jour à ce que Québec BD ait justement un volet éditorial? Est-ce que Québec BD pourrait... On a fait des projets éditoriaux. Dans le fond, on a le livre qu'on avait fait pour 2008, donc 400e anniversaire de Québec, où on était éditeur, puis on a cédé les droits d'édition à Casterman. À Casterman, oui. Donc, Québec, un détroit dans le fleuve. On a fait une coédition avec les éditions Pau, donc le carnet de croquis de Guy Delisle. Ouais. On a fait correspondance avec Lyon. Mais non, je me vois pas prendre la place. Je vois pas que l'organisme pourrait prendre la place d'un éditeur. Non, mais sans prendre la place d'un éditeur, le fort de ses expériences au niveau des collaborations que tu viens d'énumérer. Mais il peut y avoir d'autres collaborations, mais c'est des choses que je ferais en coédition ou en collaboration. C'est pas des choses qu'on ferait directement. J'ai pas la connaissance éditoriale pour faire ce genre de projet-là. Et il y a d'autres. Les éditeurs québécois en bande dessinée ont de beaux projets. Si nous, on est capable de joindre des fois, comme on le fait avec Pau, comme on pourrait faire avec d'autres, sur des projets X par rapport à un projet, par exemple, je regarde le projet avec Lyon BD, donc Alexandre Fontaine, Rousseau puis Elodie Chanta au musée de l'Ougdoum, il va y avoir une publication de ça. Donc, mais c'est Lyon BD à ce moment-là qui va l'éditer. Puis même eux, qui ont fait quand même pas mal d'éditions, commencent à regarder peut-être d'autres façons de procéder, parce que comme organisme, quand tu n'as pas le mandat d'être éditeur, c'est assez lourd de gérer, parce que faire le livre, c'est relativement simple, mais qu'est-ce que tu fais avec après? Donc, c'est un distributeur. Tu gères les ventes, et tout. Ça rajoute un poids quand tu as déjà l'assiette pleine qui peut être évacuée et donnée à d'autres. Depuis ton entrée en fonction, parce que ça te place dans une position forcément d'acteur, mais aussi d'observateur du milieu. Mm-hmm. Forcément, quand on est à la tête d'un événement comme le tien, faut avoir des antennes. Donc, depuis ton arrivée en 2005, selon toi, qu'est-ce qui a changé pour le mieux ici au Québec? Dans le milieu, dans le microcosme de la bande dessinée C'est sûr que depuis quand je suis rentré au festival en 2005, il y avait une fraction du nombre d'auteurs qu'il y a actuellement. Et de structures éditoriales. Le fait qu'il y ait maintenant une espèce de saine compétition, je dirais, entre les structures éditoriales, surtout dans la bande dessinée jeunesse, j'ai l'impression depuis quelques années où la plupart des Michel Quintin, Les Malins, Presse Aventure et tout ça, essaient tous d'avoir une série phare jeunesse parce qu'ils ont vu le succès de certains aussi et que de plus en plus de gens qui ont travaillé en animation, qui ont travaillé en jeux vidéo et tout ça, puis qui ont envie de retourner vers peut-être un amour qu'ils avaient pour la bande dessinée et de publier leur propre série. Et tout à coup, tu te ramasses à avoir des beaux produits en bande dessinée jeunesse et dans plein de maisons d'édition. Je pense qu'il y a 10 ans, c'est quelque chose que j'aurais eu de la misère à voir. Ça aurait été concentré chez un éditeur ou deux qui se seraient risqués à. Et là, tout à coup, tu as plein d'éditeurs qui sortent des séries bandes dessinées, qui vont faire du défrichage, qui vont chercher des gens aussi qui fouillent vraiment pour aller chercher des auteurs qui vont pouvoir mettre de l'avant. Ça, c'est assez récent, puis je trouve que ça va créer une saine compétition et ça va être bénéfique au niveau du paysage de la bande dessinée québécoise. Ben, c'est que ça va préparer un lectorat. Oui. Et moi, ce que je me plais à dire, c'est que depuis quelques années, ça va être la première génération de jeunes lecteurs au Québec dont la référence en bande dessinée vont être des personnages québécois. C'est quand même fou quand on y pense. Les gens qui, dans 10 ans, vont dire « Ah, moi, Alexa, quand j'étais petit, l'agent Jean », puis
auront aucune idée de Tintin, ça les aura pas intéressés plus qu'il faut. Spirou, ça va être vague aussi, mais ça va être Alexa, ça va être les Dragouilles, Smikey, Sampar et tout. Là, les gens vont avoir des auteurs, des personnages québécois en tête quand ils vont parler de bande dessinée, plutôt que des séries européennes, ou avec des séries européennes, mais ça reste que c'est quelque chose qui, moi, j'ai 43 ans, j'ai pas, à part les débrouillards, je lisais pas beaucoup de bandes dessinées québécoises. Hein. Ben, la bande dessinée jeunesse, je suis du même âge, donc Jacques Goldstein. Oui, ben c'est ça, les débrouillards. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il y a eu quand même... Prouche un peu. Oui, ben il y a eu Rémi Simard aussi qui en a fait. Raymond Parent. Oui. Il y en avait quand même plusieurs, mais mais c'était difficilement accessible. Hein? C'est ça, c'était pas le même... C'était pas, je crois, le même impact que des séries comme La Jean-Jean, qui ont des ventes incroyables au Québec, pourra avoir dans la tête des lecteurs qui, dans 10 ans, vont avoir encore en tête ça, parce que c'est sûr que moi, les débrouillards, par exemple, je suis très nostalgique de ça, j'aimais beaucoup, puis Jacques Goldstein, j'adore son travail. C'est un grand maître, ça, c'est ça. Mais c'est un peu l'effet que Paul a eu pour la bande dessinée adulte, où tout à coup, il y a une bande dessinée adulte au Québec, puis les gens, je lis pas de bande dessinée, mais Paul, c'est bon. Ouais, mais il y a un apprentissage pour amener les gens à leur faire accepter qu'ils aiment la bande dessinée. Oui, et il y a un travail aussi parce qu'il faut savoir rebondir sur Paul. Parce que là, l'étape suivante, c'est pendant que vous attendez votre prochain Paul, voici ce que vous pouvez lire. Et des albums de qualité, il y en a tout plein. C'est pas ça qui manque. Non. Il y a vraiment une densité au niveau de la production depuis quelques années où là, tout à coup, le Québec est en train de se constituer d'un fond. Là, il faut que les éditeurs tiennent le coup. Le coup. Puis il y a aussi l'arrivée du livre imprimé sur demande qui va peut-être changer les choses au niveau de la bande dessinée, parce que pendant longtemps, les blogs BD ont été très forts. Ça a relativement tombé. C'est rendu sur Facebook, c'est rendu sur Instagram ou ailleurs. Mais ça reste que le papier a toujours le dessus là-dessus. Et d'avoir l'impression sur demande, surtout dans ce qu'on appelle le roman graphique, mais en noir et blanc, les gens vont pouvoir imprimer relativement facilement ce que des gens comme Mario Malouin, par exemple, font avec Amazon présentement, mais de rendre disponibles leurs ouvrages. J'ai hâte de voir l'effet que ça va avoir, parce que c'est de l'auto-publication. Ça va permettre une auto-publication plus facile et avec peut-être une meilleure distribution, une possible distribution, mais au niveau de la promotion, ça complique les choses. Hein. Ça risque en tout cas d'enrichir le fond, parce que c'est un problème au Québec. On a un problème au niveau, puis on en parlait hors micro. C'est terrible, mais la bande dessinée dite patrimoniale, on n'a pratiquement pas accès. T'sais, évidemment, on parle d'Albert Chartier, on peut maintenant s'acheter ce qui n'est pas l'intégrale, mais on peut se procurer la quasi-intégrale des aventures d'Onésime, mais pour cet album-là, il y en a 25, 30 qui n'existent toujours pas. Mais les gens ont la mémoire courte aussi, ou ont une méconnaissance de l'histoire de la bande dessinée au Québec. Pour plusieurs, c'est tout récent. Ah ouais, ben là, ça... Mais on peut partir longtemps là-dessus. Ben oui, moi, ça me dérange pas. Mais on a fait, par exemple, une exposition, là, 25 moments importants de la bande dessinée québécoise, qu'on a présenté en Asie, ce qu'on a présenté à La Havane, à Toronto et tout ça, et bientôt au Québec. On l'a présenté à Québec, mais ça va tourner un peu plus, qui présente justement les balbutiements de la bande dessinée québécoise. Et quand tu te rends compte qu'il y a eu un âge d'or, le premier âge d'or de la bande dessinée québécoise, c'est 1904, 1908, dans ces années-là, où il s'en produisait beaucoup, ben, tu dis, on n'a pas rien inventé là, c'est juste que les possibilités sont plus grandes maintenant au niveau de la diffusion. Je veux dire, les échanges avec les éditeurs européens sont énormes maintenant. Je veux dire, des coéditions entre des éditeurs québécois et des éditeurs européens. Un éditeur comme la Pastèque qui arrive et qui fait sa place en Europe en travaillant très fort, mais en réussissant quand même à devenir un éditeur, pas juste un éditeur québécois, un éditeur francophone. Donc ça, c'est très important ce que tu es en train de dire, parce qu'effectivement, ils ont réussi leur pari, la Pastèque, et je pense que c'était ça dès le jour 1 dans leur carton. C'est de se dédouaner même de l'image québécoise et de dire, nous voulons devenir un éditeur. Point.
puis on enlève le régionalisme. Puis de côtoyer l'association, puis les autres éditeurs qui ont une vision vraiment plus globale de ce qu'ils peuvent publier. Parce que Linéaires, par exemple, à la Pastèque, est un beau succès. Et c'est en Argentine où c'est vraiment un des auteurs forts. Ah oui, c'est une méga star là-bas, là. C'est fou. Et l'Europe l'a découvert par les éditions de la Pastèque. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant et qui commencent vraiment... c'est une nouvelle possibilité, des coéditions. Ben, en fait, c'est que d'un point de vue historique, la bande dessinée, tu l'as tout juste, il s'en fait au Québec depuis longtemps. Ouais. Le problème du Québec, c'est au niveau éditorial. C'est qu'on a eu beaucoup de mal. Dans son histoire, la bande dessinée a souffert d'un manque, d'une quasi-absence de structure éditoriale. Et le magazine Crow a joué un rôle très, très important. Mais dans les années 90, lorsque Crow a fait faillite, on est tombé dans une espèce de marasme. Mm-hmm. Et les éditions de la Pastèque ont été fondées en 98, suivies de Mécanique Générale en 2000-2001. Mécanique Générale, c'est 99. Ouais, mais là on peut jouer avec les virgules parce que le fanzine qui ont fait, puis le voyage à Angoulême et tout ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, pour le grand public, cette idée, cette impression que la bande dessinée a à peine 20 ans, elle vient de là, en fait. C'est-à-dire qu'elle vient de ce renouveau de la bande dessinée québécoise, mais il s'en faisait c'est sûr, bien avant. Et je crois que le numérique peut être une avenue pour justement rendre disponible le fond. Mémoire 9 l'avait fait. Oui. Et sans le nommer, ouais. Oui, mais là, c'est quand même une initiative qui permet de voir que tu es capable d'avoir une trace de ce qui s'est fait, parce que on s'entend que il s'est produit beaucoup de choses, comme on disait depuis longtemps, mais c'est pas tout qui a un intérêt à être republié sous forme papier. Parce que ça va être des extrêmement petits tirages à coût très élevé. Il y a un travail d'archéologie de la bande dessinée au Québec à faire pour retrouver le matériel. Donc, de pouvoir en garder une trace et de le rendre disponible, c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes. C'est sûr que le fond comme tel imprimé, je regarde par exemple Chartier, comme tu disais, ils ont fait des belles éditions de Séraphin, puis Pétillante Petite Brunette. Oui, une piquante petite brunette. Ouais. Et ce type d'album-là peut aller rejoindre un public, mais en même temps, il n'y a pas eu de réédition nécessairement Onésime, l'intégrale ou des choses comme ça, qui auraient à la limite plus de portée que ce qui a été fait, parce qu'il y a eu un lectorat depuis des décennies au Québec pour cette bande dessinée-là. Mais si on parle, par exemple, je sais pas moi, Yvette Lapointe, on pourra y revenir, mais le travail qu'on a fait là-dessus de ressortir un peu son travail puis de la mettre de l'avant, il pourrait avoir un intégral de sa série, mais est-ce qu'imprimer, ce serait la chose la plus intéressante? Je sais pas, mais de le rendre disponible, je pense que ce serait important. Oui, je pense effectivement. Je veux dire, peut-être qu'à la limite, ce qui pourrait être fait en papier, c'est une espèce d'anthologie, à tout le moins, pour offrir une espèce de... pour que dans chaque bibliothèque au Québec, il y en ait un exemplaire, déjà, c'est beaucoup. Oui. Mais qu'on ait accès au moins à des extraits et qu'on puisse par la suite creuser. Je pense qu'effectivement, l'avenue numérique, pour l'avoir exploré un peu de mon côté, moi, avec les éditions de mémoire, c'est à faible coût. Je pense que c'est très intéressant. Puis pour ceux et celles qui s'intéressent vraiment à l'histoire, point, ça peut être une avenue très, très intéressante, parce que il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore de la production locale, de la production nationale. Puis des archives qui dorment dans des garde-robes ou dans des sous-sols, il y en a quand même pas mal. C'est fou, hein. Et je parlais d'Yvette Lapointe, je veux dire, tout le travail qu'on a fait est venu de la question, c'est qui la première femme à avoir fait de la bande dessinée au Québec? Donc tu parles à différents experts, puis ça tout se focusait vers Yvette Lapointe. Donc j'ai rentré en contact avec les fils, et ils ont sorti les archives de leur mère qui étaient dans le garde-robe, puis ils étaient très contents de les montrer. Mais ça aurait pu être perdu, ça aurait pu... oui, effectivement. Et il y en a quand même pas mal, des archives qui ont été jetées, parce que des fois, il y a une perte d'intérêt pour ce que ton grand-père a fait, ou c'est pas important, ça doit pas avoir de valeur. Au final, c'est au contraire, de façon patrimoniale, ça a beaucoup de valeur, ce genre de fonds-là. Et donc, un organisme comme Québec BD et le festival
peut justement servir à faire rayonner, à faire avancer cette cause-là. Oui, mais on s'est donné quand même depuis quelques années, avec Yvette Lapointe, ça nous a montré vraiment l'intérêt de remettre de l'avant des éléments patrimoniaux. Donc l'an dernier, on a fait Roberto Wilson, qui est le premier auteur haïtien publié au Québec dans les années 50. Une petite exposition, mais qu'on a constituée à partir du fonds que la famille a donné à la BANQ et qui était classé en dessin animé. Donc, quelqu'un qui faisait une recherche en bande dessinée ne l'aurait jamais trouvé. Donc, ça a permis de faire changer l'appellation du fonds. C'est incroyable. Mais, donc, il y a encore là, je regarde dans les archives, la BNQ ou ailleurs, il peut y avoir énormément de choses qui sont mal étiquetées. Et mal classées, et donc, qui, au final, ne seraient jamais trouvées parce que c'est ça. Il y a plein de choses qui dorment à différents endroits. Pour l'exposition qu'on monte au Musée de la Civilisation, je parlais à la famille de l'auteur de Beaujoire. L'œuvre va être léguée au Musée McCord, ce qui est quand même super. Ça va se ramasser entre bonnes mains. Mais c'est un des questionnements que j'ai depuis plusieurs années. Mais il n'y a pas de lieu central pour la bande dessinée au Québec. Il y a plusieurs belles initiatives partout dans le monde, de maisons de la bande dessinée, centres de la bande dessinée. Angoulême, tu en parlais tantôt. Angoulême en est un. C'est formidable. Le Billy Ireland Library à Columbus, en Ohio, est peut-être la plus importante institution au monde pour la préservation de la bande dessinée. Ouais. River Junction? Non. C'est plus une école, ça. C'est plus une école. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un centre quand même des archives. Ouais. Mais le Billy Ireland, c'est un endroit où qui a débuté parce que Milton Caniff a donné son fonds. Donc, Bill Watterson a tout son fonds là. Ah oui, on le voit d'ailleurs dans le documentaire, dans un documentaire. Will Eisner a tout son fonds là. Ouais. Et c'est quelques noms. Ils ont, je pense, au-dessus de 450 000 originaux de bande dessinée, plus les coupures, plus. Donc, ça fait un lieu qui est magnifique, mais qui est aussi important pour préserver la bande dessinée. Puis une des particularités d'un endroit comme ça, ou comme le musée d'Angoulême, c'est que c'est des archives qui sont consultables, qui sont relativement faciles à avoir pour les chercheurs. Ouais. Et il y a une mise en valeur qui est faite aussi du fonds via justement le numérique, une mise en ligne de séries libres de droit, ce genre de choses-là. Il n'y a pas beaucoup d'institutions au Québec qui ont ce type de mandat-là. L'archivage, oui, mais une mise en valeur spécifique à la bande dessinée, non. Et, tu sais, je regarde, par exemple, le fonds que j'ai consulté, Roberto Wilson, que je disais, c'est dans des boîtes, c'est là, mais c'est pas classé nécessairement de façon particulière. Par exemple, les écritures qui sont collées dans les bulles commencent à décoller, donc ça tombe dans le fond des classeurs. C'est pas nécessairement une bonne conservation pour ce type d'œuvre-là. Mais c'est documentaire, mais c'est pas artistique. Est-ce que le Québec pourrait, selon toi, se doter dans une certaine mesure d'un... J'espère. J'espère. C'est de trouver... un peu comme l'Université du Québec a fait avec la BDTech québécoise, où au final, ils sont plus complets que la BNQ dans ce qu'ils ont. Il y a des collectionneurs privés qui ont des collections plus complètes ou des documents qui sont introuvables et qui sont pas accessibles ailleurs que dans leur sous-sol. C'est le genre de choses qui serait important de mettre en valeur puis de mettre en commun, ne serait-ce que par un scan complet de certaines œuvres pour que les collectionneurs conservent l'objet, mais de rendre disponibles certains documents. Mais il y a ça aussi. Ça, c'est une autre dimension. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui sont très, très jaloux de leur prise, mais faut comprendre, au-delà de la collectionnite, qu'il y a un devoir de mémoire. Oui. Est-ce que tu as eu à te buter à cette réalité-là ou dans tes échanges jusqu'à présent, ça s'est bien passé? Tu veux dire avec des collectionneurs? Oui, avec des collectionneurs. Ouais. Non, parce que la plupart des gens sont très contents de montrer leurs pièces. Ah oui, il fait qu'il y a un petit côté vaniteux. Non, mais c'est pas... Mais tant mieux, tant mieux, parce qu'on ne demande pas mieux que de voir ces morceaux-là. Mais vaniteux, mais avec la notion de marquer collection particulière pour éviter que d'autres collectionneurs viennent... Non, mais justement, elle est là, la vanité, c'est ça qui est formidable. C'est un bon levier, ça. Ouais. C'est un bon levier. Mais il y a de très belles pièces, je pense, dans différentes collections au Québec.
de les mettre en valeur, oui. Puis c'est trouver l'occasion aussi, puis la façon de le faire. Je pense que c'est ça, l'association qu'on a avec le Musée de la Civilisation, entre autres, permet d'espérer pouvoir mettre en valeur des belles pièces et des belles choses, parce qu'on a l'équipe muséale derrière qui arrive et qui peut bien conserver, bien traiter aussi les documents, puis les mettre en valeur de façon correcte. Donc, on est loin des expositions qu'il y a pu avoir avec des pinces à clip à certaines époques, avec des planches de Hugo Pratt accrochées au mur, quasiment avec des punaises. Là, je pense plus qu'on peut se permettre de faire ce type d'exposition-là ou de mise en valeur-là pour, si on veut donner un sérieux à la bande dessinée. Si je regarde les échanges qu'on a pu avoir, par exemple, avec le Musée national des beaux-arts du Québec, la bande dessinée, il y a des gens qui s'y intéressent beaucoup, mais il y a des gens pour qui c'est un art mineur encore beaucoup. Il y a tout ce travail-là. Il y a tout ce travail-là. Mais il y a des beaux projets, puis il y a des belles opportunités pour les prochaines années, surtout avec le Musée national des beaux-arts, entre autres, pour mettre de l'avant certains auteurs qui ont une démarche beaucoup plus proche des arts visuels, là. Oui, parce qu'elle est elle est plurielle, la production québécoise, comme partout ailleurs d'ailleurs. Exact. Sans vouloir trop coucher sur la table toutes tes cartes, que peux-tu nous dire un peu pour nous aguicher là, concernant l'édition 2019 du festival là, qui s'en vient? Est-ce que quelques annonces qui peuvent être faites là? Oui, donc un invité qu'on est bien content d'accueillir cette année, c'est Edmond Baudouin, qui vient offrir une classe de maître sur 2 jours aux auteurs émergents. Edmond qui a enseigné d'ailleurs à l'Université du Québec en Outaouais. Ouais. Et donc là, il va avoir une classe de maître théorique et pratique, donc à la Maison de la littérature puis au Musée national des beaux-arts. On a des spectacles poésie, rock et bande dessinée, un spectacle qu'on va faire aussi avec des jeunes auteurs de Québec, une lecture de Motel Galactique. On a puis au niveau des auteurs, on a des auteurs en résidence, donc Marc Renier, un auteur belge qui vient passer 2 mois. On va avoir un auteur anglais à confirmer qui va venir passer 1 mois. Peut-être un auteur mexicain aussi qui viendrait passer 3 mois. Puis c'est ça, une variété de créateurs de différents genres, autant jeunesse qu'adultes, plus bien sûr tous les auteurs québécois qui sont disponibles à venir à Québec à ce moment-là. Et déjà là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là. Et c'est une des choses aussi, on parlait de l'évolution du festival. À ses débuts, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, il n'y en avait pas tant que ça qui faisait de la bande dessinée. Des gens qui travaillaient en magazine, beaucoup, Safarir, Crow et tout. Mais au niveau de la bande dessinée, c'était plutôt mince. Dans la publication en album. Ça s'est développé beaucoup, puis même depuis 15 ans où je m'occupe du festival, comme je disais tantôt, le nombre d'auteurs a explosé, mais c'est intéressant de voir qu'au niveau du focus du festival, ça a changé du collectionneur à vraiment un public plus multiple, et beaucoup de mettre les Québécois de l'avant plutôt que de mettre Québécois et Canadiens français, on va dire ça de façon plus large, mais de l'avant plutôt que les invités internationaux. On veut vraiment qu'il y ait des échanges. Donc, j'ai de la misère à croire que de mettre un auteur européen de l'avant et de ne parler que de lui permet des sains échanges avec les auteurs québécois. Ben, c'est un peu colonialiste. Je pense qu'on a, ça fait longtemps, mais d'ailleurs qu'on peut affirmer qu'on n'a pas à être gêné de notre production et de nos artistes. Ça a été d'ailleurs une des marques du festival de faire venir des auteurs et des gros auteurs européens. Là, pendant des années, Réal Filion a fait venir là, des grosses têtes d'affiches. Mais je pense que les auteurs, les Maurice, les autres auteurs, je sais pas, Greg qui est venu plusieurs mois, Moebius, il y en a eu plusieurs. Gottlieb est venu. Bilal est venu aussi. Ouais. Mais je pense que c'était peut-être plus facile à une certaine époque que maintenant, où peut-être le star system de la bande dessinée en Europe s'est installé un peu plus. Ouais. Mais ça a permis quand même de jeter les bases ou les assises de ce festival-là. Oui, mais ça permet. Je suis pas gêné du tout des invités qu'on reçoit à chaque année. On a des dons super intéressants, des grands auteurs aussi. Mais c'était une époque où il y avait peut-être moins d'auteurs et il y avait moins d'événements. Parce qu'en Europe, il faut penser qu'il y a 450 festivals francophones. Tout le monde veut des gros noms. Il y en a plusieurs à chaque fin de semaine, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, ça fait que, tu sais, juste pendant le Festival de Québec, il y a déjà eu jusqu'à 7 ou 8 événements au même moment en Europe
Espagne, France, Suisse, Belgique. Là. Donc, il y a un petit jeu du coude des fois pour certains auteurs. Puis c'est pas qu'on n'embarque pas là-dedans, mais je préfère avoir des gens qui sont vraiment contents de venir que des gens qui viennent pour... puis par dépit ou je sais pas. Donc il y a et en étant là depuis quand même plusieurs années, ça permet d'essayer de faire un réseau de contacts au niveau des auteurs européens qui facilite l'accès à certains. Puis il y a des auteurs qui vont venir, mais pas tout de suite. Que j'attends le bon moment parce que ça risque que le festival tombe en avril. C'est un congé scolaire en Europe. Il y en a pour qui ça arrange, d'autres qui ont des enfants qui préfèrent attendre un peu. Fait que c'est des choses qui se prévoient sur quelques années des fois. Là. Donc on peut déjà penser à des auteurs qui ont des enfants de 5-6 ans, puis on se dit dans à peu près 5-6 ans, ça sera plus simple. OK. Tu vois, je t'ai pas demandé qui, hein? Oh non. Tu verras quand ils viendront. Ouais. Mais c'est ça. Mais, puis les auteurs québécois, je dirais, les affiches sont faites par des auteurs québécois depuis plusieurs années, alors qu'avant, c'était des personnages européens qui étaient mis de l'avant, qui dessinaient le Château Frontenac souvent parce que c'est Québec. Donc là, même le côté visuel puis, du festival a changé beaucoup là, depuis plusieurs années. Donc c'est un festival en bonne santé qui a énormément évolué. Qui a énormément évolué, qui est en bonne santé, puis qu'il y a plusieurs projets à venir, puis des volontés de projets aussi, parce que c'est pas toujours... l'idée, c'est de semer des graines, puis de voir des fois ce qui pousse, mais au niveau patrimonial, par exemple, des collections, des choses plus permanentes, il y a plein de choses qui ont été semées, puis on attend de voir qu'est-ce qui peut lever. Mais c'est ça. Au niveau du festival, pour son développement, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs paliers. Là, on a atteint un palier, puis on se maintient depuis le 30e, qui a été une édition très costaud à mettre en place. Beaucoup de nouveautés. Donc là, pour la 32e, on est dans la continuité de ça. Et pour monter d'un autre plateau, il faut le faire tranquillement. Là. J'ai de la misère à croire à une croissance trop rapide aussi, parce que ça demande une gestion qui est... et une gestion de promotion et tout ça qui est complètement différente. Là. Oui, il y a un travail de fond. Et ça peut être un piège aussi. La chute peut être dure. Dernière chose qu'on n'a pas abordée, et je voulais aborder cette question-là avec toi. Je l'ai abordée avec Luc Bossé au précédent balado concernant la question des prix. Et du rayonnement et de l'importance des prix au Québec. Le festival offre depuis, d'ailleurs, c'est tout début. 88, oui. Ouais, c'est ça. Donc, les prix, les BDS Causa. Est-ce que c'est important des prix au Québec? Et comment le festival se positionne par rapport à sa remise de prix? Parce que, bon, on s'entend, un des buts premier d'un festival, c'est de faire rayonner le médium. On s'entend là-dessus. La remise de prix, donc, conséquemment, est une façon de faire rayonner. Exact. Donc, les BDS Causa va souffler ses 32 bougies. Ce prix-là, oui. Ben justement, parlons-en de l'importance du prix. Comme c'est la plus vieille remise de prix en longévité, encore une fois, on s'entend là-dessus. Qu'est-ce qui a évolué dans la remise de prix? Les prix ont été créés pas mal de ce que je comprends au départ pour faire venir des auteurs. Donc, si tu viens, on va te donner un prix. Ça a été beaucoup ça pour des auteurs internationaux. OK, donc c'était la carotte au bout de la corde. Okay. Ouais, de dire, mettons, Greg vient, on va lui donner un prix hommage, donc ça va être intéressant, tout ça. Quand moi, je suis rentré en poste, c'est une des grandes critiques aussi. C'était peut-être le côté nébuleux derrière la remise des prix BDS Causa. C'est savoir pourquoi on remet à tel auteur. Tout à coup, c'est un hasard, il gagne le meilleur album, mais il est là. Donc, d'essayer de clarifier ça, de donner un vrai jury aussi avec des libraires, chroniqueurs et des gens qui ont accès aux livres aussi, parce qu'on demande pas aux éditeurs de nous envoyer des livres, on essaie de tenir un registre à l'année pour être certain que les gens soient au courant, les gens du jury soient au courant de ce qui s'est fait et qu'ils y aient accès aussi. Mais vraiment de clarifier les catégories aussi. C'est quelque chose qu'on avait fait pour le 20e, je crois, anniversaire. De dire, les catégories, c'est prix Albert Chartier, prix Albéric Bourgeois, tout ça. De donner des noms patrimoniaux aussi, d'auteurs patrimoniaux pour les mettre de l'avant. Et
de vraiment dire, on s'en tient à ça. Donc, de dire, on fera pas 2 prix spéciaux cette année parce que tel auteur vient puis on veut lui donner un prix, ou d'ajuster dire, bon, ben, pour encore de dire tel prix cette année, on va changer parce qu'on veut élargir pour aller chercher telle personne. Non, on s'en tient. Puis moi, comme directeur, j'assiste aux délibérations, mais je suis pas impliqué dedans. Je suis pas votant, je suis secrétaire. Okay. Donc j'ai donné ça à d'autres pour éviter justement d'être pas imputable du choix, mais pour dire, je suis derrière n'importe quel choix qui a été fait durant le festival, durant les délibérations, mais pour pas avoir ce petit conflit d'intérêts-là, puis de choisir. Et donc, au niveau québécois, est-ce que... parce que les retombées, on sait très bien que, par exemple, pour un auteur qui fait une demande de subvention, c'est une ligne qui est toujours intéressante à avoir dans son CV. Puis au-delà de ça, je veux dire, c'est chouette de gagner un prix. On s'entend là-dessus. Mais au-delà de ça, est-ce que... parce que, par exemple, là, vous avez développé des nouveaux prix. Il y en a un à la mémoire de Jacques Urtubise. Exactement. Qui est une bourse, qui est la seule bourse monnayée, si on veut, qu'on donne au festival. Cette année, on a, pour la bande dessinée jeunesse québécoise, le prix Yvette Lapointe qui s'est ajouté. Oui. Mais c'est ça, là, en même temps, le paysage des prix a bougé beaucoup depuis quelques années. On a longtemps été les seuls à donner un prix pour la bande dessinée. Après ça, il y a eu un autre prix, Albéric Bourgeois, je pense, qui a été donné à un autre moment. Ou Albert Chartier. Albert Chartier. Il y a eu les Promo 9e art qui est arrivé avec les BD-Lys aussi, qui étaient autonomes, et donc c'était Promo 9e art, c'était l'activité principale de l'organisme, c'est l'organisation de ces prix-là. Maintenant, je crois que ça se joint au Festival de BD de Montréal, donc ça devient les prix du Festival de BD de Montréal. Puis il y a le prix de l'Association des libraires aussi qui s'est ajouté l'an dernier. Il y a l'ACBD qui donne un prix. Est-ce qu'on a trop de prix? Je sais pas. Mais est-ce que le prix... Mais notre volonté derrière ça, c'est vraiment de souligner le travail de certains auteurs. On n'a pas la prétention, loin de là, d'être le prix le plus important au Québec. On est un des prix et on se plaît à souligner ça. Je trouve que pour le festival, c'est juste une question aussi de je sais pas, trouver une façon de reconnaître le travail de certains auteurs sans donner l'affiche à faire à tout le monde. Je sais pas, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'organiser aussi une promotion autour des albums gagnants? Parce que par exemple, de créer un bandeau ou un autocollant. L'an dernier, on avait l'autocollant qui a été créé. Donc ça, oui. Cette année, il va y avoir d'autres choses aussi pour mettre ça de l'avant. Mais c'est certain que quand un prix, par exemple, comme l'ACBD, qui arrive en place ou qui déjà regroupe tous les chroniqueurs de bande dessinée au Québec, la promotion de ça est relativement plus je t'arrête tout de suite. Ce ne sont pas tous. Non, ce ne sont pas tous. Je n'en fais plus partie. Parfait. Mais je dirais, on se comprend que le lien qu'ils ont fait avec par exemple, les chroniqueurs européens qui font partie de l'association est excellent. Puis je trouve que je trouve que ça peut être très bénéfique pour la bande dessinée québécoise que au moins une fois par année, les chroniqueurs européens puissent lire les albums finalistes. S'ils les lisent tous, mais bref, je trouve que c'est intéressant. Puis l'association des libraires ont un pouvoir aussi de promotion qui est incroyable. Mais là, c'est sûr que, oui, voilà. Alors, parce que ma question, en fait, ma sous-question, c'était ça. C'est comment on peut, par exemple, à partir d'un prix, faire rayonner les récipiendaires en librairie. Bon, évidemment, là, les libraires, avec leur prix, eux, ils ont leur propre système. Mais ce ne sont quand même pas toutes les librairies indépendantes qui font partie de ce réseau-là. Mais je t'annoncerai pas un partenariat avec Amazon cette année pour faire la promotion des prix Escosa. Oui, parce que ça, c'est le prix des collégiens, c'est ça? Ouais. Donc ça serait malhabile, mais c'est certain qu'on peut utiliser de façon beaucoup plus efficace les médias sociaux puis les réseaux, par exemple de bibliothèques, réseaux de librairies, et on se penche là-dessus là pour voir comment on pourrait améliorer ça. C'est sûr que l'arrivée d'un prix comme le prix de l'Association des libraires a remis en question un peu ce qu'on faisait. Mais en même temps, ça serait malheureux de tirer la plug après 32 ans. Non, mais c'est de trouver, j'imagine. C'est de trouver la façon de peut-être se réinventer. Parce que c'est sûr que le réseau c'est ça, c'est qu'ils ont ils ont un réseau, mais ils ont aussi tous les médias. Exact. Donc évidemment, et
on le sent en librairie, ça. Tout à coup, l'arrivée des libraires, du prix des libraires ça a vraiment changé la donne. Là, tout à coup, les gens associent un prix qu'ils connaissent déjà à un médium qui vient de faire son entrée. Exact. Et là, tout à coup, il y a des gens qui entrent en librairie et qui font « Hey, il paraît que tel album est en nomination. » Et là, on se dit « Oh, OK. » Là, eux, ils ont vraiment leurs assises. Exact. Mais je dirais que pas plus il y en a, mieux c'est. Mais des initiatives de cette ampleur-là pour la bande dessinée au Québec, tant mieux. Il y a pas... Parce qu'au final, ça permet de mettre le médium à l'avant. Exact. Et qu'on n'en parlera jamais assez. Exact. Puis les prix du festival, il y a amplement matière à amélioration. Il faut repenser certaines affaires, mais on va continuer quand même. Puis je trouve par exemple, le prix hommage qu'on remet chaque année, et on est quand même les seuls à le faire. Puis ça permet de souligner le travail de certaines personnes qui souvent sont passées sous silence. Par exemple, Henriette Valium, l'an dernier, de lui donner la parole puis de le laisser parler devant les gens du Calque et tout. C'était formidable. C'était merveilleux. C'était formidable. Et il y aurait moyen d'aller chercher bien d'autres gens aussi qui le font. Et les gens de Chien-Dent, où tu étais présent, oui. De voir ému M. Nadeau qui était là. C'est ça aussi, c'était un moment... Puis je trouve ça, pas qu'on c'est arrive trop peu trop tard, mais le prix hommage, encore là, a évolué depuis quelques années. Et je t'en parlais hors d'onde tantôt, mais de parler avec quelqu'un comme Paulin Lessard, qui est un des pionniers de la bande dessinée. Qui est toujours vivant. Qui est toujours vivant à 92 ans. Ouais. C'est le genre de personne à qui ça serait vraiment intéressant de le remettre. Malheureusement, il se déplace pas. Où il y a des auteurs ou autrices, disons, qui le mériteraient beaucoup et avec qui on essaie de voir depuis quelques années pour le remettre. Donc, c'est de trouver le bon moment pour eux aussi. Et c'est pas des choses qu'on veut remettre sans l'accord des gens et en l'absence des gens non plus. On aime que les gens soient présents, puis de voir, je te dis, Monsieur Nadeau de Chien-Dent arriver et que tous les gens présents l'applaudissent. Ben pour lui, c'est une tape dans le dos vraiment du milieu en disant finalement merci beaucoup. Et puis je pense que c'est ça qui est important aussi. Donc je pense que dans l'histoire des prix, ce prix-là en particulier, on a des fois regardé très proche, on va souligner les 10 ans de la pastèque. C'est peut-être trop tôt des fois, parce qu'on peut regarder plus loin, il y a d'autres gens qui sont encore présents et qui méritent cette tape dans le dos, là. Mais la beauté de la longévité, comme le Festival de Québec, c'est justement de permettre d'expérimenter, d'essayer des choses. Ouais. Et dans la durée, avec un certain recul, on peut voir, justement, on peut ajuster le tir. Et c'est ce que tu fais depuis ton arrivée. Ouais. Puis même moi, comme tel, je te disais que naïvement, la première année, j'étais allé à Angoulême pour voir si on pouvait collaborer. Et au niveau du regard que j'ai maintenant sur ce que j'ai constaté de la bande dessinée, puis au niveau patrimonial, l'intérêt de développer des projets sur le long terme puis de regarder plus loin en arrière, c'est des choses qui ont évolué en cours de route. Parce que, justement, le fait d'arriver à un moment où il y a une grande vitalité dans la bande dessinée québécoise, de regarder dans l'instant même, dans les médias, il y a plein de nouvelles personnes, plein de gens à mettre en valeur et tout. Puis, à un moment donné, oui, mais quand tu te mets à regarder en arrière, il y a des gens qui ont ouvert des portes puis qui malheureusement bénéficient pas nécessairement de la vitalité actuelle de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'on souhaite en finissant, Thomas? Un souhait pour le festival et pour l'organisme Québec BD. Un souhait. Moi, ce que je pense que je l'avais déjà mentionné il y a quelques années, mais quelque chose, on en parlait tantôt, mais d'avoir un endroit pour avoir des assises pour la bande dessinée. Si nous, comme organisme, on peut être instigateur d'un projet du genre, ça serait vraiment, je pense, le meilleur coup au-delà du festival. Si on avait un lieu pour promouvoir la bande dessinée à travers des ateliers, des expositions, un fonds d'archives et tout, à la limite, le festival devient accessoire. Parce qu'on a quelque chose qu'on peut faire vivre à l'année. À l'année, ouais. Donc, le festival, oui, mais je pense que ce qui est motivant, c'est de voir qu'il y a tellement de possibilités en dehors du festival de créer des choses permanentes ou non, mais des éléments qui peuvent être les bases de bien bonnes choses pour la bande dessinée. C'est un beau souhait. Est-ce que ça va se faire à Drummondville entre Montréal et Québec ou... Je
c'est peut-être Champlain, Trois-Rivières. Ça dépend de quel bar on parle. On n'est pas rendu là encore. Non. Mais ce qui est le fun dans des souhaits comme ça, c'est que c'est quelque chose que je véhicule quand même en discutant avec des gens depuis plusieurs années, auprès de certains musées, auprès de certaines institutions municipales, entre autres. Puis il y a une écoute. Donc, c'est pas des choses qui je crois sont impossibles. C'est pas des vieux pieux, comme on dit. C'est vraiment quelque chose qui faut que les astres s'alignent puis qu'on tombe un peu comme Lyon, qui est notre partenaire. Comme je te disais, depuis 2011, on regarde puis on voit évoluer. Ils vont avoir leur lieu l'an prochain. Donc, parce que à la ville, ils ont décidé de redonner vie à un ancien collège, puis tout à coup, ça s'insère là-dedans un lieu pour Lyon BD, avec une auberge de jeunesse, un café, un Media Lab, et plein de choses en lien avec la bande dessinée ou non, mais ça reste que c'est de trouver la bonne opportunité, puis que les choses se présentent, là. Ben écoute, c'est un beau souhait. Évidemment, je me range derrière toi. Tu t'en doutes bien. Alors, Thomas Louis Côté. Déménagerais-tu à Québec? Ah non, quand même pas. Non. Non. Tant que les Nordiques seront pas là. Ça pourrait être bien. Non, pas vrai. Thomas Louis Côté, merci beaucoup d'être passé au micro de Vous avez dit BD. Le festival 32e édition aura lieu en avril. Du 6 au 14. Du 6 au 14. Bonne édition à toi. Merci beaucoup d'être passé donc au balado. Et merci à vous d'écouter Vous avez dit BD. Toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Et je vous dis, allez, à la prochaine.